Bonsoir, merci beaucoup d'être présent à cette session ce soir. Sur effectivement l'industrialisation de l'IA et de l'IA générative. Donc en quelques mots, Alonia, on est qui? On est un peu moins connu que Nvidia juste avant. Donc Alonia, on est une entreprise de software qui proposons une plateforme de développement pour l'IA et l'IA générative. On est une quarantaine de personnes créées il y a 3 ans, déployées chez Outscale et sur la marketplace d'Outscale, et avec des clients à la fois privés et dans le secteur public. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler à la fois, enfin notamment de la façon dont on peut optimiser le déploiement, l'industrialisation de l'IA pour différents types de use cases, et puis vous présenter aussi les offres, puisqu'on a construit ça là pendant l'été, des offres communes que l'on a avec Outscale et avec Mistral sur l'IA et l'IA générative. Donc aujourd'hui, pourquoi on a créé Alonia, c'est que globalement, les besoins... Ça grésille là? Ça grésille? Non, c'est bon. Okay. C'est qu'en gros, les enjeux et de l'intégration de l'IA dans les entreprises vont toucher pas mal des fonctions de l'entreprise, mais l'IA reste complexe. Et donc, pour réussir à accélérer l'intégration de l'IA dans les différents processus de l'entreprise, il faut travailler correctement ces architectures et ces modèles. Hop. Et donc, quand on veut mettre ça en action, en général, ce qu'on voit avec nos clients, c'est que ça se passe en 3 étapes. Il va y avoir toute la partie sélection, priorisation des use cases. Il va y avoir la partie plutôt collaboration, puisqu'on sait que le change, ça va changer les processus. Donc, toutes les changes entre les métiers, les personnes de l'IA et les personnes de l'IT va être extrêmement important. Et enfin, il va y avoir la partie plutôt réalisation où en gros, on va partir des modèles. On va avoir toute la partie entraînement des modèles, affinage des modèles, alignement et évaluation pour arriver à une expérience utilisateur qui soit la plus seamless possible. Et donc concrètement, ça fait à peu près 4 grands thématiques à gérer. 1, il y a beaucoup de use cases à gérer. 2, il y a beaucoup de complexité parce que l'IA va extrêmement vite. 3, il y a besoin d'avoir les bons outils en fait pour entraîner et pour scaler. Et enfin, 4, notamment sur les sujets d'industrialisation, on va avoir besoin de optimiser à la fois le time to market, mais aussi le coût d'exploitation. Donc c'est là-dessus qu'on va regarder, qu'on va descendre. Donc aujourd'hui, l'IA va couvrir énormément de use cases potentiels, que ce soit des sujets métiers ou des sujets support, côté RH, côté finance, etc. Avec des cas qui peuvent être intéressants, où l'IA générative peut également être intéressante. Et là, vous le voyez en bleu clair ou en bleu foncé. En général, c'est les bleus clairs, c'est là où on met de l'IA générative, plutôt avec des modèles qui peuvent être des petits modèles, et les cas bleu foncé, c'est plutôt là où les plus grands modèles vont être plus intéressants parce qu'il y a plus de complexité à intégrer. Donc là, avoir des modèles plutôt avec, disons, entre 50 et 100 milliards de paramètres va être intéressant, là où les autres peuvent être résolus avec des modèles, disons, entre 8 et 20 milliards de paramètres. Et donc, voilà, en revanche, la complexité de l'IA, c'est que c'est un monde qui bouge tous les 15 jours. Il y a des nouveaux modèles régulièrement, open source, pas open source. Il y a des nouveaux outils, il y a des nouvelles façons de faire du prompt, de faire du RAG, de faire du fine-tuning, etc. Et donc ça nécessite d'être assez rapidement up-to-date. Et donc c'est les 3 couches qu'on propose avec Alonia, en partenariat également avec Outscale et Mistral. C'est-à-dire de proposer la bonne infrastructure, les bons modèles et les bons outils pour entraîner et après scaler ces cas d'usage d'IA générative. Donc en gros, les 3 grandes questions, c'est quand je veux industrialiser mes projets d'IA, c'est quelle va être la bonne infra, quels vont être les bons modèles et qu'est-ce que j'utilise comme outil, est-ce que je la fais moi-même ou est-ce que j'utilise une plateforme. Dans ces sujets-là, il y a évidemment des sujets qui sont plus complexes à résoudre que d'autres. Côté infra, il y a les sujets d'accès au GPU et puis aussi de qualification de la sensibilité de la donnée. Puisqu'il y a des gens, on voyait avec Outscale des clients juste avant, où quasiment tous leurs cas d'usage sont faits on-prem parce qu'il y a un haut niveau de sensibilité de la donnée. Et d'autres où à l'inverse, on va pouvoir faire ça en cloud public parce qu'il y a moins de sensibilité. Sur la partie modèle, on va avoir 2 grands sujets qui sont la partie
performance du modèle et puis coût du modèle, puisqu'évidemment la taille du modèle va influencer, et puis le fait qu'il soit ouvert ou commercial ne sera pas le même. Et côté plateforme, les deux sujets va être notamment la partie outils et la partie aussi capacité de réutilisation, en do-it-yourself, souvent les use cases vont être faits les uns à côté des autres, mais ne vont pas forcément être réutilisables, alors que quand on est dans une plateforme, on va pouvoir avoir par exemple un catalogue de prompt ou un catalogue de RAG qui vont pouvoir après être réutilisés pour différents use cases. Voilà, donc qu'est-ce qu'Alonia? C'est une plateforme qui permet d'utiliser, donc hébergée dans des environnements haut scale, soit en mode SaaS, on le verra tout à l'heure, soit en mode tenant dédié et Secnum Cloud, dans les deux cas d'ailleurs, qui va permettre de scaler les cas d'usage, d'être ouverte et d'être versatile, c'est-à-dire de pouvoir, notamment sur les modèles d'IA générative, pouvoir tester différents modèles et après déployer ceux qui sont le plus efficaces pour son cas d'usage. Donc en gros, ça va permettre évidemment d'intégrer toute la partie données, d'utiliser des modèles qu'on héberge nous-mêmes, donc notamment les modèles open source de Mistral avec le 8x7B qui est disponible sur étagère et le 8x22 sur demande, avec des modèles de méta, donc les méta, le 3.8B, le 3.70B et le 3.70B, et puis les deux modèles de Gemma qui sont les modèles open source. Évidemment, on peut se connecter aussi aux modèles extérieurs d'OpenAI ou de GainFace dont la librairie est intégrée. Deuxième sujet, donc mise à disposition de l'ensemble des outils et capacité à créer ses propres environnements de développement. Donc évidemment sur tout ce qui est database de vectorisation, outils pour faire le RAG, outils pour faire les prompts et outils pour après évaluer et aligner les modèles. Les deux autres bénéfices, c'est le côté seamless. Donc là, je l'ai mis cloud privé, cloud public, puisqu'on peut avoir la même interface de chaque côté et donc quelque part entraîner ces modèles dans les endroits les plus sécurisés tout en les déployant globalement si on est une entreprise mondiale. Et donc ça va pouvoir garantir que les données les plus sensibles vont rester dans des environnements maîtrisés tout en ayant des modèles qui vont pouvoir être utilisés partout. Et ça marche aussi, puisque je ne l'ai pas mis là, mais j'ai eu la question, ça marche aussi entre un cloud privé et du on-prem. Donc on peut déployer aussi Alonia on-prem. Et du coup, ce qui a été entraîné, parce qu'il y a plus de GPU, il y a plus de modèles ouverts dans le cloud, peut après être redéployé on-prem. Bon, évidemment, il faut avoir les infras qui vont bien, les GPU, mais du coup, avec juste en prenant le package et en le redéployant on-premise sur Alonia qui est déployé sur une infra on-prem. Et puis le troisième point sur lequel on va rentrer un petit peu plus en détail, c'est le bon choix d'architecture en fonction de la volumétrie et le bon choix du pricing. Donc dans l'offre aujourd'hui qu'on a construit, il y a toute la partie GPU, toute la partie modèle, open source ou commerciaux de Mistral et les outils d'entraînement et de déploiement chez Alonia. Donc pour simplifier, on a quelque part construit un peu trois packages qui sont définis avec l'ensemble des clients ou prospects qu'on a pu rencontrer. Package dans lequel vous allez peut-être plus ou moins vous reconnaître. Après, on est hyper preneur des retours aussi pour adapter ces bundles-là et continuer à être encore plus clair sur le marché. Package plutôt starter, on voit pas mal d'entreprises qui sont en train de découvrir l'IA, qui ont défini leur premier use case, qui veulent les réaliser, qui se demandent comment le faire. Deuxième type de clients qu'on peut rencontrer, c'est plutôt ceux qui ont déjà fait des use cases, donc typiquement l'année dernière ou en début d'année, et qui sont là en train de se poser la question sur comment j'industrialise mes premiers use cases. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait des use cases qui avaient un potentiel de ROI, mais en revanche, entre faire un use case à quelques dizaines de cas en utilisant une infra qui n'est pas forcément complètement sécurisée ou qui va pouvoir scaler, acheter quelques millions de tokens et la déployer sur une entreprise de 5 000, 10 000 ou 50 000 personnes, ce n'est pas forcément les mêmes choix parce que les coûts vont pas être les mêmes et les enjeux ne sont pas les mêmes. Puis enfin, d'autres qui sont quelques entreprises les plus avancées qui vont peut-être industrialiser des premiers pilotes dont l'objectif va plus être d'optimiser l'architecture pour avoir quelque chose qui est encore plus optimal en termes de coûts et qui donne la capacité aussi de créer des nouveaux use cases. Pour faire ça, en général, il y a besoin
de trois trucs. À partir des foundation models, il va y avoir toute la partie RAG et prompt, et après toute la partie évaluation. Et pour les plus avancés, et qui arrivera chez nous plutôt fin d'année, début d'année prochaine, tous les outils également pour fine-tuner des modèles, puisqu'il y a un intérêt certain à partir de modèles open ou commerciaux, plus difficile sur les commerciaux, mais à entraîner son propre modèle, par exemple, à fine-tuner un modèle pour qu'il parle le langage de son secteur, pour qu'il parle le langage de l'entreprise, parce que ça permet de mieux différencier entre une chaise ou une chaise d'avion. C'est pas exactement la même chose, mais ça permet de gagner du temps, et quand on gagne du temps et qu'on est plus performant disons dans ces étapes-là, et qu'on les factorise pour les mutualise pour plusieurs use cases, en fait ça va réduire aussi les coûts d'inférence. Voilà, donc trois architectures. Alors c'est assez haut niveau, c'est assez on peut évidemment descendre dans les détails. On a trois architectures blueprint qui dépendent aussi un petit peu des choix à la fois que je présentais, starter, scaler, grower, mais également du niveau de sensibilité qu'on veut avoir, qui vont être soit on démarre en full SaaS. Donc ça veut dire quoi full SaaS? C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre Alonia, dans lequel il y a la plateforme, les modèles et l'infrastructure, et après poser vos applications et avoir des API. Donc ça qui est disponible également en Secnum Cloud. Et donc quelque part tout est géré pour votre compte, et il n'y a pas de tenant dédié. Tout est managé. À l'inverse, on peut déployer aussi Alonia avec les modèles et avec l'infrastructure dans un tenant dédié. Donc là, qui est défini un petit peu plus en amont, et donc qui va scaler en fonction de l'infrastructure qu'on mettra en dessous. Donc là, qui va être plutôt pour les growers, c'est-à-dire les gens qui ont déjà une visibilité sur leur volumétrie, ou pour ceux qui veulent démarrer mais qui ont des gros enjeux de sécurité sur les données. Et puis après, il y a le modèle un petit peu intermédiaire pour optimiser les coûts. On va avoir en gros toute la plateforme et l'infrastructure qui sont hébergées dans un tenant dédié. En revanche, on va consommer les modèles, puisque c'est là où ça coûte le plus cher, c'est-à-dire les GPU coûtent plus cher. Donc on va consommer les modèles plutôt en mode as a service, et donc ça va réduire un petit peu la facture en fonction de la volumétrie qu'on a. Évidemment, il y a un moment où, si vous avez beaucoup de volume là-dessus, ce sera intéressant de passer dans le tenant complètement dédié, puisque ça optimisera encore le coût d'industrialisation. Donc là, vous avez un peu le puzzle, donc c'est un peu compliqué, mais vous avez les différentes offres, en fait, avec la partie plateforme, avec les différents niveaux évidemment tous les outils, mais également les différents niveaux d'infrastructure qui peuvent être intégrés. Et puis vous avez, donc il faut choisir plateforme plus une infrastructure, ça permet de faire le prompt, le RAG pour l'IA générative, ou pour l'IA plus classique. Vous pouvez, parce que ça fait aussi de l'IA classique, donc vous pouvez faire du scoring, de la clusterisation, vous pouvez mettre des images, il y a des algorithmes aussi d'analyse d'images, etc. Donc ça, et puis c'est disons quelque part les infrastructures qui vont avec. Et après, vous pouvez choisir les modèles. Donc soit en mode pay as you go, donc vous pouvez payer, acheter en millions de tokens. Donc comme vous le voyez là, il y a le Mistral Small qui est proposé en mode as a service, donc ou serverless. Vous le prenez comme vous voulez en Secnum Cloud. Et puis après, vous pouvez aussi, donc ça plutôt en général en démarrage, et après quand vous avez une visibilité plus forte sur les volumétries, quand vous allez les acheter en mode plutôt mensuel, ça va optimiser évidemment le coût, mais je vais vous montrer quelques courbes derrière. Voilà, donc déjà sur la partie choix du modèle, celui-là en le refaisant tout à l'heure, je vais peut-être le couper en deux, mais il y a deux grands sujets en fait. Il y a le sujet de est-ce que je prends un petit modèle ou un grand modèle. Donc quand je dis petit modèle, c'est un modèle, disons, entre 7 et 20 milliards de paramètres, versus un modèle entre 50 et 200 milliards de paramètres. Il n'y a pas de 200, mais quand on fait un 8 x 22, par exemple, on n'est pas très loin des 200 milliards de paramètres. Et donc, en gros, la différence là, c'est que le grand modèle va être, quand on va scaler, si on le paye en millions de tokens, ou même si on le paye avec des GPU, ça va scaler un peu différemment, mais il va coûter relativement cher. En revanche, il est a priori plus performant dès le démarrage. Alors qu'un petit modèle
va nécessiter un pré-entraînement, un alignement, de l'évaluation un peu plus importante. Donc il y a un coût de setup un peu plus important pour avoir une bonne performance. En revanche, sera évidemment beaucoup moins cher en exploitation. Donc là, vous voyez déjà que sur ce sujet-là, évidemment, en fonction des use cases, le choix petit ou grand modèle va être assez impactant sur l'industrialisation de l'IA et donc sur le ROI de vos use cases. C'est évident que si vous dites, bah, tiens, en fonction de mon usage, je vais être à peu près à ce niveau-là, bah, il y a des cas d'usage qui seront peut-être pas rentables si vous prenez un très grand modèle parce qu'il coûtera cher en inférence, et à l'inverse qui peuvent devenir rentables si vous fine-tunez ou si vous ajoutez de la donnée sur un petit modèle du coup qui sera performant pour potentiellement plusieurs use cases et exploitable en production. Puis après, il y a le deuxième sujet qui est justement dans le choix à la fois des petits aux grands modèles. Donc là, juste pour rentrer un petit peu plus sur la présentation, là vous avez le classement que vous connaissez peut-être, qui est le Chat Arena de LM6, plutôt sur des sujets de chat. Et là, vous avez des scores du leaderboard de Stanford, donc qui est le premier, qui est le plus utilisé, qui est le MMLU, donc c'est le multitask. Donc évidemment, là, plus c'est haut et plus c'est à droite, mieux c'est. Donc vous voyez là, par exemple, déjà que vous avez une compétition entre un Mistral large et un Llama 3.1 70B. La taille des ronds, en gros, c'est le prix. Donc plus c'est gros, plus c'est cher. Donc vous voyez quand même que donc dans cette zone-là, qui est la zone la plus intéressante, il va y avoir une compétition entre des très grands modèles commerciaux payants et des modèles open source qui ont une bonne performance et qui peuvent être, comme ils vont être open source, il faut quand même payer les GPU, mais qui va être potentiellement un peu moins cher. Et puis vous voyez également que sur des plus petits modèles, donc qui vont être moins chers aussi en inférence, moins d'impact carbone, vous pouvez aussi, avec du fine-tuning, potentiellement les monter. Ça, c'est une autre slide, mais je vous ai pas mis. Voilà. Alors, faut juste, celui-là, il est très bon. C'est juste que là, j'ai un peu réduit l'échelle. Du coup, il se réduit un peu bas, mais le Llama 3.8B est très intéressant pour des use cases simples. Mais voilà, ça donne déjà aussi une perspective de comment choisir ce modèle et la concurrence qu'il peut y avoir autour des modèles en termes de type de performance. Ouais, et puis après, évidemment, pour concrétiser un petit peu, là j'ai juste fait un exemple de packages qui sont potentiellement ceux qu'on peut déployer auprès d'un certain nombre de clients, où les starters potentiellement ont plutôt commencé sur un peu de pay as you go, j'achète du million de tokens, je teste mes premiers use cases, et puis après on va monter progressivement avec des choix de modèles et évidemment l'augmentation des capacités de plateformes qui sont intéressants. Et comment on fait ça ? Alors là, c'est un peu simplifié, je ne vous ai pas mis tous les chiffres, mais en gros, en fonction de l'usage, il y a principalement trois drivers d'usage qui vont être le nombre de use cases, le nombre de modèles, je parle de modèles d'entreprise entraînés et le nombre de end-users finaux, de end-users. Quand je dis end-user, c'est par exemple si vous mettez à disposition des chatbots d'entreprise, soit génériques, soit sur des sujets particuliers, par exemple chatbot sur les RH pour avoir moins de questions qui arrivent aux RH, ou chatbot sur la culture d'entreprise ou sur les résultats financiers, etc. Voilà, ça fait un nombre de end-users finaux. Si vous voulez faire une sorte de copilot, c'était la table ronde juste avant avec Jen Fott de copilot, mais sécurisé, donc qui ne part pas chez Microsoft, où vous allez avoir de l'autocomplétion, potentiellement c'est des petites consommations, mais qui peuvent être déployées sur... on a en ce moment des discussions sur des gens qui peuvent être à 10 000 ou 50 000 personnes. Fatalement, ça va pas mal augmenter la consommation. Donc évidemment, les pricing que je présentais juste avant sont faits pour optimiser ces coûts-là et effectivement vont avoir
un prix d'entrée un peu plus élevé, mais en revanche vont permettre de sécuriser beaucoup plus longtemps le coût de déploiement. Et évidemment, là je l'ai mis en linéaire, mais si après on passe sur par exemple, plutôt que de faire du pay as you go, donc de passer de l'offre entre guillemets hybride vers dedicated, sur les larges modèles notamment, on va pouvoir après cranter où la consommation, y compris des modèles de fondation, sera beaucoup plus écrétée et du coup permet de beaucoup plus maîtriser ses coûts. Les ordres de grandeur, notamment en IA générative, c'est qu'en général, le fait de passer d'achat en millions de tokens à achat de modèles au mois va se situer entre 5 et 10 000 personnes finales utilisatrices, ou évidemment si vous avez des use cases où vous mettez un pétaoctet de données pour faire du RAG, fatalement ça va démarrer un petit peu plus tôt. Merci beaucoup, parce que je vois qu'on me fait quelques signes. Donc s'il y a quelques questions, je suis à votre disposition.